Bonjour et bienvenue dans Histoire, une émission qui vous embarque de l'Arise à la Lèze à la découverte de l'histoire et des légendes du Volvestre. Entre l'histoire attestée, la certifiée qu'on trouve dans les livres savants, et les histoires que l'on raconte les nuits d'hiver quand les pierres fendent leurs secrets, je vous invite à une balade contée, bonne à bouleverser nos savoirs et à enchanter nos regards. Histoire, un podcast proposé et soutenu par l'Office du tourisme et la communauté de communes du Volvestre. Aujourd'hui, nous abordons le Volvestre par sa face orientale, la vallée de la Lèze. S'il y a à l'ouest la vallée de la Garonne et la Louge, au sud le Volpe vif et ses lacets, au centre d'est en ouest l'Arise traversant, nous remontons cette fois-ci la Lèze pour atteindre notre destination, Saint-Sulpice-sur-Lèze, à 35 km au sud de Toulouse. La ville de Saint-Sulpice est stratégiquement située au carrefour entre Foix et Toulouse, Hauterive et Saint-Gaudens. Si aujourd'hui elle accueille plus de 2000 âmes dans ses murs, un pack de rugbyman et rugbywoman accomplis, si elle ravit nos regards avec ses maisons en briques crues et colombages, ses hôtels particuliers, ses nombreux couverts en bois où il fait bon déambuler, c'est qu'elle hérite d'une longue histoire dont la naissance remonte au Moyen-Âge, du temps où cette terre n'était encore que de la Barthe. La naissance de la ville remonte à 1257, lorsqu'Alphonse de Poitiers, retenez ce nom, décide d'y établir une bastide, une ville nouvelle. Mais pour bien comprendre, mieux vaut prendre l'histoire par la racine et effectuer un petit retour en arrière. Nous sommes au début du XIIIe siècle. À cette époque, la région est sous l'autorité des comtes de Toulouse, qui étaient à la fois les vassaux du royaume de France et du royaume d'Espagne. Mais voilà, en ces temps-là, le royaume de France allait de pair avec l'église catholique, tandis que le comté de Toulouse avait déjà un petit faible pour le catharisme. Tout ceci s'envenime, et le royaume de France, catholique, ne l'oublions pas, envoie leur super-héros, Simon de Montfort, guerrier expérimenté tout juste de retour des croisades en Terre Sainte, pour faire la guerre à ces hérétiques d'Albigeois. Et partant au comte de Toulouse de l'époque, Raymond VI, lequel bien sûr est excommunié. Après d'autres rebondissements, les affaires du comté de Toulouse finissent par tourner vinaigre. En 1217, les croisés catholiques assiègent Toulouse et en 1229, Raymond VII, contraint de se soumettre au roi de France, donne sa fille en épouse à, le voici donc, Alphonse de Poitiers, ADP, pour ceux qui travailleraient chez Airbus. Et cet Alphonse de Poitiers n'était rien d'autre que le frère du roi Louis IX, dit Saint-Louis. Ce n'est qu'à la mort de beau-papa, Raymond VII, en 1249, qu'il reprend la tête du comté. À la lumière de ces éléments de contexte, on peut alors comprendre l'origine catholique de Saint-Sulpice-sur-Lèze. En effet, en 1257, le comté de Toulouse, désormais dirigé par le frère du roi de France, favorable à l'orthodoxie catholique, s'entend alors avec les seigneurs et religieux locaux pour que s'élève sur cette terre de Barthe, de Ronces, la future Saint-Sulpice-sur-Lèze que l'on connaît. Et tout ceci afin qu'il soit créé une sauveté, en gros c'était l'ancêtre de l'hôpital, mais surtout une commanderie qui était à la fois place forte, lieu de vie et de formation de chevaliers et de frères religieux catholiques loin de la pensée cathare. On avait pris l'habitude de créer ces commanderies en Terre Sainte pendant les croisades, de façon à ce qu'après avoir chassé la ronce, les racines hérétiques ou païennes ne repoussent pas non plus. Au XIIIe siècle, ce sont alors les chevaliers de l'hôpital, de l'ordre de Malte ou de la commanderie de Saint-Jean de Jérusalem qui tiennent la place. À la mort d'Alphonse de Poitiers, c'est directement le roi de France Philippe III qui reprend la propriété de la ville. On comprend mieux dès lors la fleur de lys sur son blason actuel. Mais je le reconnais, de la ronce à la fleur de lys, pas facile de défricher toute cette histoire. Revenons à notre jeune bastide. Pour y faire venir les habitants des campagnes, de nombreux avantages sont proposés. En échange de l'essartage, où l'on coupe des souches, enlève le chien-dent, les nouveaux habitants de ce lotissement médiéval connaissent un allègement temporaire ou perpétuel de leurs impôts, ainsi qu'une charte qui leur permet d'élire des consuls. Et ce travail de défrichement de l'endroit offre certainement une explication quant au nom de la ville. Son patron protecteur, Saint-Sulpice, n'était rien d'autre que l'évêque de Bourges entre 576 et 647, qui est en effet considéré comme un grand défricheur matériel et spirituel qui réussit à implanter la foi là où elle n'existait pas. Mais elle était comment, cette bastide ? Au départ, c'était un lieu de commerce, d'accueil des foires, par sa position centrale, sans fortification. Mais dans le contexte de la guerre de 100 ans, avec la chevauchée du prince noir en 1355 qui ravage et pille toute la ville,
rien ne va plus. Il faut s'équiper. On construit donc une enceinte et 4 portes. Porte de l'Ésat, porte d'Autrive, porte de Toulouse, porte de l'Église. Aujourd'hui, ces portes ont disparu, mais il est aisé de voir sur le plan de la ville où elles s'établissaient. Quant à l'église, parce qu'une enceinte ça vaut cher, on la laisse en dehors. Adieu va, et les ouailles seront bien gardées. Plongeons dans l'époque. La nuit est tombée. Il y a le couvre-feu et il est interdit de garder une flamme allumée pour ne pas provoquer d'incendie. Le factionnaire passe. Il est 1h et tout va bien. 4 chaînes sont tendues de part et d'autre des rues cardinales et des arcades afin d'empêcher la circulation des hommes et des bêtes. Bientôt, la journée commencera et les arcades, aussi appelées couverts, se garniront de monde, d'étoffes, d'épices et de denrées. Après bien sûr que chaque commerçant eut réglé sa part au péage. Les jours de mystère, ces représentations théâtrales racontant la vie du Christ et pouvant durer parfois plus de 24 heures, on imagine encore passer les troubadours et montreurs d'ours sous les couverts et sur la place centrale. Et puis les siècles passent. Entre 1470 et 1480, l'église s'élève dans le plus pur style d'un gothique flamboyant occitan. On y accole le cimetière de façon à ce que les eaux de pluie tombées sur l'église s'écoulent par ses gargouilles sur les tombes, aussitôt bénies des saintes eaux. Et voilà qu'en cette année 1622, en pleine guerre de religion, après les affres du catharisme, c'est le capitaine Vindrac, un ancien moine défroqué de l'Ésat devenu un redoutable chef de bande huguenot, ou protestant, qui tente d'attaquer la ville pour la reprendre aux catholiques. Les Saint-Sulpiciens défendent vaillamment la ville et il reste de cette aventure une fresque pour la raconter. Située où, cette fresque ? Dans l'église triomphante, bien sûr. Le temps déroule encore sa bobine sur une vie rurale et commerçante, mais voici que, arrêt sur image, zoom, ouvrons quelques instants une fenêtre sur un épisode aussi troublé que savoureux de l'histoire de Saint-Sulpice. Je parle bien sûr de la période révolutionnaire où les protagonistes principaux de notre histoire s'appellent pour le clergé Pujol et Laborde, pour les révolutionnaires Sicard, Soutra, Aubat, Dorflus et pour la noblesse de Bouteau et de Saint-Geniès. On se souvient que Saint-Sulpice était passé de la propriété partagée des comtes de Toulouse et de l'ordre de Malte à celle du roi de France. Cela a diminué par là les privilèges accordés à l'ancienne Bastide devenue ville. On imagine bien dès lors comme les Saint-Sulpiciens furent sensibles aux sirènes de la Révolution, du moins pour certains, l'espoir d'y retrouver une liberté peu à peu perdue. Mais ne nous y fions pas. L'élite locale reste, au début, bien en place avec ses privilèges de notable. Dans un document absolument remarquable, entièrement manuscrit et illustré par un ancien instituteur de Saint-Sulpice, M. Dupré, qui retrace toute l'histoire de la ville, on trouve ainsi une liste des dépenses de la commune sur l'année 1789. Le maire, à l'époque, était M. Guillaume de Saint-Geniès. Retenez ce nom. Aux forgerons pour réparer l'horloge, 6 livres. Pour le loyer de la maison communale, 6 livres. Pour la cire de Notre-Dame, 8 livres. Pour le fonds de dépenses imprévues, 40 livres. Pour l'hôpital, 275 livres. Et pour les frais de voyage de la Sénéchaussée à Toulouse, 408 livres. En ces temps révolutionnaires, un rééquilibrage s'imposait donc pour les 883 habitants de la commune. En 1790, c'est M. Jean-Pascal de Bouteau, dont on peut toujours voir le magnifique hôtel particulier sur la place centrale, qui succède à M. de Saint-Geniès. Parmi les innombrables anecdotes qui jalonnent toute cette époque bouleversée, on retiendra la mise en vente des biens de l'ordre de Malte, la mise en vente des biens de l'Église, un sermon au vitriol d'un prêtre réfractaire, Vincent Pujol, refusant sa prise de poste après avoir été élu par des citoyens pas même catholiques, le curé Laborde, nommé en remplacement, et refusant pourtant de donner les derniers sacrements à la femme du futur procureur de la commune, Danflous, l'église fermée devenant le temple de la raison, où l'on organisera pourtant une fête de l'être suprême, une tentative de rapt de l'arbre de la liberté, symbole vivant de la Révolution, un coup d'état communal réalisé par un certain Jean-Pierre Danflous qui s'impose en maire, mais dont l'Assemblée de Rieux calme les ardeurs, la construction en 1792 de la mairie, avec les anciens décombres de la porte fortifiée allant vers l'église, et surtout le changement de nom de la commune, passant de Saint-Sulpice à Librelaise, tandis que Montgazin devient Montmarin. Mais voilà, les choses se corsent encore. Quoi ? Il n'y a que les drapeaux bleus et blancs à l'arbre de la liberté, pas de drapeau rouge ? Zou, le conseil général de la Haute-Garonne place la commune sous surveillance permanente. Quoi ? Monsieur de Bouteau, maire noble, s'est nommé lui-même commandant de la garde nationale ?
zou. Voilà qu'en décembre 1792, M. Pierre Sicard devient maire et Jean-Pierre d'Anflous, procureur de la commune avec les airs d'un Robespierre, en moins saignant. En 1793, c'est la guerre. La Prusse, l'Autriche et l'Angleterre tremblent des genoux devant cette peste rouge. Ils attaquent. Pour sauver la Révolution, il faut des armes et des hommes. 2 cloches de l'église sont fondues pour devenir des canons au service de l'armée des Pyrénées. Les biens des nobles émigrés, que deviennent-ils ? Vendus pour la cause. Et pendant ce temps, en bon révolutionnaire, on continue de se déchirer. D'Anflous est mis en arrestation et Sicard est menacé. Heureusement, en homme habile, à l'œuvre sociale et appréciée de ses concitoyens, Sicard s'en sort. Mais le roman ne s'arrête pas là. Vous vous souvenez du premier maire, Monsieur de Saint-Geniès ? Eh bien, en 1795, après la chute de Robespierre, le voici qui revient sur ses terres pour reprendre le pouvoir. Il profite de la faiblesse du nouveau maire pour être nommé de nouveau et régler ses comptes. Aussitôt en fonction, de Saint-Geniès monte une troupe vengeresse pour arrêter son ennemi juré, l'ultra-révolutionnaire d'Anflous, ainsi que les officiers municipaux Aubat et Soutras, lesquels ont pris la fuite. C'est en torturant à coups de fouet la femme de d'Anflous que de Saint-Geniès l'a fait parler. Incarcéré, Aubat s'évade pourtant de la prison de la mairie grâce à des complices. Soutras, taxé de robespierrisme, est jugé à Toulouse. Quant à d'Anflous, il manque à l'appel et ne reviendra que plus tard sur le devant de la scène. Le 16 Vendémiaire an 4 du calendrier révolutionnaire, soit le 9 octobre 1795, le vent tourne et le terrible de Saint-Geniès sera chassé une nouvelle fois. Sicard, le survivant, quant à lui, par ses talents de diplomate modéré, restera dans les cœurs pour avoir plusieurs fois su ménager sa propre vie et celle des concitoyens. Il n'y en a qu'une dizaine seulement qui connaîtront la peur à défaut de la mort dans les prisons de Toulouse. Nous traversons le temps, et voici que des joutes révolutionnaires à la mêlée et à l'occupation de terrain, la transition est toute trouvée pour revenir à notre époque et rappeler l'illustre équipe de rugby qui fait aujourd'hui la fierté de Saint-Sulpice. Est-ce trop facile de dire que, de longue date à Saint-Sulpice, entre la ronce et l'histoire, une certaine pugnacité y a trouvé son terreau ? Le club de Saint-Sulpice, l'Union sportive saint-sulpicienne, fondée par un autre instituteur brillant du village, Gaston Soret, a fêté ses 111 ans en 2023. Il évolue aujourd'hui en Fédéral 1, le plus haut niveau du rugby amateur, et il s'affirme comme le 4e club de Haute-Garonne, avec également une équipe féminine et un groupe vétéran. Au chapitre de la résistance, de l'opiniâtreté, on pense encore à 2 natifs de Saint-Sulpice, Pierre Grunenwald, alias Courrèges, et Élie Pudbat, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, devinrent des chefs de la résistance après avoir rejoint le maquis de Riom. On pense encore à cet autre curé réfractaire, mais à l'occupation allemande cette fois-ci, qui cachait des armes dans les caveaux vides de l'église et dans son garage, convoyant dans son corbillard parfois des défunts, mais aussi parfois des munitions. Comme cette fois-ci, où sur la route d'Autrive, un camion allemand faisait barrage pour contrôle. Voyant le funèbre convoi, sans questionner ni fouiller, le camion cède à la place, laissant passer sous son nez les armes de contrebande bénies. Il faudra encore demander au moulin de Pesquiès, situé sur les hauteurs de la commune en allant vers Autrive, comment a tourné la roue de l'histoire à Saint-Sulpice. Parfaitement aligné avec le pic du midi de Bigorre et l'église, voilà plus de 500 ans qu'il contemple la ville et la vallée. Combien d'histoires a-t-il connu que les vents lui ont portées ? Il faudrait demander encore à ces vieilles pierres quelle impression cela faisait que de voir un tramway à vapeur longer la Lèze sur cette ligne regrettée qui allait, entre 1905 et 1938, de Toulouse à Sabarat. Ces belles pales actuelles et son toit à 6 pans ne l'ont pas connue. Elle date de 1991. Et ceci grâce à l'association Garde Arem Pesquiès, qui le vigile depuis 1989. Aujourd'hui, son mécanisme intérieur et ses meules ont disparu. Mais je gage qu'en cherchant bien du côté des locaux de l'USSS Rugby, situés tout juste en contrebas du moulin, on pourrait les retrouver. Tels des agrès et des pois, gardés secrets pour l'entraînement afin que toujours les champions saint-sulpiciens, dans cette tradition vivace comme ronce, continuent de piler sportivement leurs adversaires. C'était Histoire, un podcast écrit et réalisé par Gabriel Tamalet, produit par la compagnie Présence Monde, avec le soutien de l'Office du tourisme et la communauté de communes du Volvestre. Je tiens à remercier pour cet épisode Madame Deboyer, conseillère déléguée à la culture, au patrimoine et au tourisme de Saint-Sulpice-sur-Lèze, pour m'avoir fourni la documentation sur l'histoire de la ville, et notamment cette singulière histoire de Saint-Sulpice, manuscrite et illustrée par Monsieur Dupré. N'hésitez pas à adresser vos commentaires et suggestions à contact@présencemonde.org et à retrouver tous les épisodes de Histoire sur le site de Radio Galaxie. À bientôt sur les chemins du Volvestre.